Voilà, reprend l'enregistrement. Je pense que ça doit marcher, j'espère. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième webinaire au cours duquel on va présenter des cas exemplaires. Et je peux d'ores et déjà vous dire que ça risque d'être un petit peu long aujourd'hui. Et donc, je vais commencer directement ma présentation. Alors, aujourd'hui, on va présenter trois cas exemplaires. Un cas sur la Drôme qui a été un petit peu évoqué lors de la première séance déjà, d'accompagnement de la préparation participative, de la révision du schéma d'aménagement de gestion de l'eau, un cas en Nouvelle-Calédonie sur la politique de l'eau partagée du pays, et un cas au Sénégal sur les enjeux liés à l'assainissement. Voilà. Alors, ce premier cas donc, sur la Drôme a été partagé avec un certain nombre de collègues, dont particulièrement Sabine Girard d'INRAE Grenoble, Émilie Lassenforder que vous connaissez, et puis surtout Christelle Fermont, la directrice du syndicat mixte de la rivière Drôme et des affluents, et Claire M. Petitjean, qui travaille comme animatrice sur ce processus. Je vais m'appuyer sur des transparents présentés lors des journées sages du ministère de la Transition écologique. Alors, très rapidement, et je ne rentrerai pas, je vous dis tout de suite, je vais être obligé d'aller assez vite, mais le bassin versant de la Drôme, on va supposer qu'à peu près tout le monde sait où il se trouve. On va parler effectivement de la rivière Drôme et pas du département. La Drôme est un territoire assez particulier puisque c'est le premier sage de France, premier contrat de rivière, premier sage de France, relativement tôt, et donc une volonté portée par le président de la structure, Gérard Crozier, du syndicat mixte, de mettre en place une démarche participative un peu intensive dans ce processus, et l'inscription de ça dans un projet interreg, donc c'est des financements européens interrégionaux dans le domaine alpin, avec d'autres pays, la Slovénie, l'Italie, l'Autriche, la Suisse, donc d'autres terrains en parallèle dont je ne parlerai pas. Et là, on va vous parler essentiellement de la Drôme et de ce qui s'est passé dans ce processus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce processus participatif de la Drôme? Eh bien, il s'est agi, en fait, d'enrichir le dispositif institutionnel classique du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, et particulièrement le travail de la CLE, la Commission locale de l'eau, avec une démarche citoyenne. Et donc, on l'a co-conçu, piloté, avec les collègues du syndicat mixte de la rivière Drôme. Vous avez en bas l'adresse où le SMRD restitue ses travaux. Il y a d'ailleurs un très bon film qui est disponible, que je vous recommande fortement de voir, qui est aussi présenté en toute fin de cette présentation, mais je n'aurai pas le temps de vous le montrer, il fait quelques minutes. Alors, essentiellement, dans ce processus qui a duré grosso modo 1 an et demi ou 2 ans, on a 3 étapes majeures. Une étape très importante et originale de conception participative de la participation, donc une démarche dite prépare, de pré-participation, un état des lieux citoyens et un dispositif de planification participative, donc proposition d'action et de plan d'action par les citoyens. Le tout étant encadré par un schéma de suivi-évaluation qui est au cœur de nos démarches et dont on reparlera la prochaine semaine, puisque c'est le sujet. Avec en lien aussi une articulation entre la Commission locale de l'eau et les citoyens. Alors, un point très important, c'est que le cadre des sages est déterminé par la loi. Il n'y a pas d'espace spécifique pour un engagement citoyen direct. Il y a un collège des usagers au niveau de la Commission locale de l'eau, mais dans lesquels les représentations sont relativement statiques et définies dans le cadre de l'arrêté préfectoral initial. Donc là, on est bien dans un schéma alternatif qui est censé enrichir, mais sans remettre en question le fonctionnement de la clé. Alors, comment sont organisés les acteurs? Eh bien, essentiellement, donc, avec un groupe de pilotage qui est en fait un groupe d'accompagnement avec le syndicat mixte de Rivière Drôme, avec Christelle Fermont et Claire M, qui permettait d'accéder à différents réseaux et qui a accompagné l'émergence de ce qu'ils ont appelé le groupe débat sur l'eau, qui était ce groupe ouvert, qui a eu plus ou moins 300 personnes au cours du temps, qui a participé à ce travail sur la gestion de l'eau et la révision du SAGE. Et le tout s'insérant évidemment dans la population d'ensemble du bassin versant, plus un sous-groupe particulier sur l'évaluation. Donc, ces groupes-là étant amenés à produire effectivement la participation, et le tout s'inscrivant par rapport au processus institutionnel normal avec la Commission locale de l'eau et dans le cas de la révision du SAGE de la Drôme. Nous, côté un petit peu recherche, on a appuyé ça, une fois au niveau méthodologique et puis au niveau observation.
Alors, quelles ont été les 3 étapes clés? Donc, la première étape clé, c'est précisément cette préparation participative de la participation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait participer les acteurs, les citoyens, à une réflexion sur la participation. Donc là, vous avez les grandes données de ce dispositif, une centaine de participation, des réunions sur différentes sessions, etc., en utilisant la méthode prépare de pré-participation qui permet en fait aux acteurs, après une première formation, de réfléchir sur quelle forme de participation ils veulent mettre en place, quelles étapes ils veulent réaliser et d'établir ce que vous avez à droite, c'est-à-dire un plan de participation, aussi une charte de participation, qui sont les règles de participation, et un 3e document qui est une charte d'articulation entre le processus participatif et la clé, qui établit en fait les relations à construire dans les 2 sens entre les citoyens et la commission locale de l'eau. Donc tout ça a été validé, etc. Processus relativement long, processus fastidieux, qui en a fatigué certains, mais qui évidemment est très important parce qu'il donne la légitimité et le cadrage de la participation. Deuxième étape, un état des lieux citoyens. Donc, un état des lieux citoyens avec différents dispositifs insérés dedans. Comment est-ce que les citoyens vont construire finalement un diagnostic préalable à la fois sur la situation, mais aussi sur les objectifs, avec différents instruments mobilisés. Donc là, on est dans un champ un peu plus classique, des choses qu'on va retrouver dans pas mal d'autres dispositifs. À la fois du travail en salle avec des murs d'expression, de la cartographie participative, ce genre de choses, mais aussi du terrain avec la mobilisation d'une démarche un peu nouvelle qui s'appelle COPER, qui veut dire Kit d'observation et de protection pour la protection de l'environnement et des rivières, qui en fait permet aux gens de se dire finalement qu'est-ce qui est important dans l'environnement et qu'est-ce qu'on a envie d'observer dans notre environnement. Et puis aussi en parallèle, mais ça n'a pas été extrêmement valorisé, un travail de modélisation participative conduisant à la réalisation d'un jeu sur ce territoire. Et puis des liens avec les experts. Donc voilà le contexte général avec un traitement des résultats par le SMRD et IRSTEA. Donc cet état des lieux a donné lieu à plus de 600 expressions d'habitants, avec un profilage du genre aimer, ne pas aimer un certain nombre de choses, constater, proposer, questionner. Donc voilà un peu le schéma et un certain nombre d'apports dans ce dispositif. Donc, étape suivante, on est déjà à la 3e étape, je vais vite, je vous l'avais dit, un travail autour de la démarche COPLAN de planification participative dans laquelle il s'est agi sur une durée de quelques mois de permettre à tous les acteurs de proposer des actions pour le territoire qui vont rentrer dans ce qui s'appelle le PAGD, en fait le plan opérationnel qui est inséré dans le SAGE, pas directement entré puisque ce n'est pas une décision, mais qui vont être proposés à la clé dans ce contexte-là. Et donc, un travail à la fois d'abord sur la base d'un formulaire en ligne de proposition d'action avec une structuration commune pour dire ce qui est en jeu, quelles sont les ressources en jeu, qu'est-ce que ça doit produire, des moments de dialogue, des moments d'expertise avec des experts qui vont venir regarder ces propositions, et puis l'assemblage de ces propositions dans des plans d'action et un dialogue sur ces plans d'action. Donc là, vous avez à droite le schéma de répartition de ces actions en termes de typologie. On voit une grande diversité de propositions, ce qui est très classique dans les champs d'intervention participative sur les propositions d'action. En général, les citoyens sont beaucoup moins restrictifs que les acteurs professionnels qui, eux, sont sectorisés et connectés à un problème particulier. Donc voilà le cadre mis en place. Donc au final, on a 344 personnes différentes qui ont participé, 62 événements, au total 660 participations, etc. Donc là, vous avez un peu les fluctuations de la participation dans ce dispositif, avec un point de départ initial et des réunions d'information, une érosion partielle de la participation des gens qui se découragent, en particulier parce qu'effectivement, on leur demande un travail préalable sur la participation elle-même et pas sur la rivière, et donc des frustrations qui apparaissent. Et puis après, un groupe fidèle, on va dire, qui va travailler sur le plus long terme. Donc juste pour citer et terminer sur la production, donc 190 propositions d'action, des plans d'action qui ont été proposés effectivement de façon intégrée et cohérente, avec des porteurs, et puis un rapport final et une synthèse transmise à la clé. Alors, simplement par rapport à ce dispositif, un clash de type réglementaire, c'est qu'en fait, entre-temps, la réglementation a changé et la révision du SAGE a dû reprendre en partie certaines de ces questions et réviser des choses parce que la réglementation imposait des choses nouvelles qui n'étaient pas prévues au départ, simplement parce que la loi est venue en milieu de processus.
Et donc, le processus a été repris ultérieurement par le syndicat mixte de Rivière-Drôme, mais les résultats ont bien été utilisés, effectivement, et les choses restent. Alors, on peut retenir essentiellement quelques points. On va retenir l'impact sur les participants avec un très fort développement de la confiance et des relations finalement entre les citoyens et la structure, le syndicat mixte. Une connaissance aussi horizontale entre les usagers, entre les participants, mais aussi l'émergence d'un certain nombre de tensions, des comportements problématiques. On est dans un processus où il a fallu évincer des personnes parce qu'elles ne respectaient pas les règles. Ce n'était pas par une décision unilatérale, c'était qu'elles n'étaient plus dans le cadre d'arbitrage qui avait été défini au départ, et ça a posé des problèmes assez sérieux dans le dispositif. Des demandes d'information et disons une prise en main relativement marquée de la part du groupe Débat sur l'eau sur les questions de la rivière, y compris avec une montée en compétences et une saisie finalement des questions par les gens. Sur ce qui concerne le processus de décision lui-même, effectivement une présence citoyenne à la clé, donc il y a des représentants citoyens qui sont présents en plus du collège des usagers dans la clé de façon tout à fait formelle, et un retour qui a été fait régulièrement là-dessus. Les productions citoyennes ont été soumises effectivement à la clé, prises en compte, et une des questions résiduelles importantes, c'est quelle pérennisation de cette participation citoyenne à la gestion de l'eau, sachant que dans le contexte de ce projet, il y avait le soutien du financement européen qui permettait d'avoir une animation et un apport qui autrement est plus difficile. Évidemment, dans le cadre de budget d'un syndicat mixte, ce n'est pas toujours évident de mettre en place ce type de dispositif. Donc, concernant le syndicat mixte, une reconnaissance effective de son travail et de son fonctionnement à l'échelle locale, mais aussi un défi pour la suite parce que les attentes des citoyens montent et comment est-ce qu'on continue à travailler dans un contexte où on n'a plus les mêmes ressources disponibles. Donc, je vous disais le film, donc je ne vais pas le passer maintenant, mais je vous recommande fortement d'aller le regarder, il dure 5 minutes. Vous avez le lien dans la présentation. Alors, je vais essayer de passer. Voilà. Alors, je passe à la Nouvelle-Calédonie. Je vous avais prévenu qu'on irait relativement vite. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on va parler d'un processus pays, donc qui va concerner l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, qui a commencé il y a 4 ans, qui est encore en cours et qui concerne en fait la construction participative des nouvelles politiques de l'eau de Nouvelle-Calédonie, dans un contexte dont vous avez connaissance de la complication politique, culturelle, etc., puisque c'est très entrelacé avec l'agenda des référendums et la question de l'indépendance du pays, mais des conditions de travail très, très positives globalement dans ce projet qui a été porté avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et avec l'Institut agronomique calédonien et les collègues du CIRAD, en particulier Caroline Lejars, qui a été au départ en Nouvelle-Calédonie, puis est revenue dans notre unité récemment. Alors, c'est un processus qui s'appuie en fait sur une maturation progressive qui d'abord a commencé dans la province nord de Nouvelle-Calédonie autour du projet du barrage Vauconé-Pointbou, VKP comme on dit, qui est un projet de barrage assez ancien, qui a des enjeux autour de l'agriculture, de l'alimentation en eau potable, etc., et des relations avec les problématiques en terre, ce qu'on appelle terre coutumière, c'est-à-dire par rapport à des zones qui relèvent du droit coutumier des tribus Kanak et qui, de facto, posent des questions de tension, de concertation, etc. Et donc, on avait accompagné déjà le travail des services de la province Nord autour de ce sujet avec différents dispositifs, de la formation, la conception d'un jeu de rôle qui a été utilisé sur le dialogue dans ce territoire, de la planification participative de type coplan, travailler sur la participation, etc. Donc ça, c'est le schéma global de travail. Et au-delà de ça, la maturation progressive d'une connaissance de formes de participation qui s'est déployée vers un comité de gestion de l'eau qui existe sur ce territoire nord avec reprise des méthodes de façon un peu autonome, c'est-à-dire une vraie appropriation de la méthodologie, et puis un transfert au niveau du pays dans le forum de l'eau, de la politique de l'eau partagée. Alors PEP, ça veut dire politique de l'eau partagée, en 2018 avec l'appui de Caroline Lejars, et la mise en place d'une première démarche qui a conduit en fait au premier document de la politique de l'eau partagée au niveau du pays. Et une poursuite de l'action en 2019 avec une question sur les conditions de mise en œuvre et de déclinaison locale
de cette politique de l'eau partagée dans l'ensemble du pays. Donc la chronologie d'ensemble, vous la voyez ici, avec des opérations qui ont commencé pour ce projet de niveau pays en 2018, avec des collèges plutôt d'acteurs intermédiaires et de spécialistes qui ont porté la chose, et la mise en place d'une mission interservice de l'eau entre les différents services du gouvernement et les services des provinces, puisque en Nouvelle-Calédonie, les 3 provinces ont un rôle très important dans le pilotage du pays et dans ses actions. Un lancement officiel en 2018 avec une première construction d'une stratégie pays et un vote d'adoption pour cette politique. Donc là, on est encore dans des contextes où la participation s'est faite sur des acteurs intermédiaires. Et le travail qu'on a fait en 2019 a consisté en fait à changer d'échelle et à réouvrir la participation à l'échelle locale avec des territoires pilotes et finalement une revalidation, une reconstruction des conditions d'adaptation et de prise en charge de la politique à l'échelle d'un forum pays qui a eu lieu en novembre 2019 avec 230 participants. Donc les enjeux de cette participation en Nouvelle-Calédonie, c'était d'abord un enjeu de sensibilisation globale, mais de tous les acteurs, vraiment à tous les niveaux, dans les différents groupes culturels de Nouvelle-Calédonie, sur les questions de l'eau dans le pays. Donc on est dans une zone tropicale, mais dans une zone où il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de qualité, des problèmes de quantité, il y a aussi des problèmes de risques naturels. Et l'idée étant évidemment d'arriver, comme dans toute politique de l'eau, à ce qu'il y ait un engagement des acteurs, à la fois en termes de pratiques individuelles, de pratiques collectives, ça va concerner les différents secteurs, l'agriculture, le domaine minier, qui est très important en Nouvelle-Calédonie, et puis les aspects plus communaux, municipaux, l'organisation des acteurs, et puis l'interrelation entre les services et aussi les provinces, qui ne sont pas toujours simples, parce que les orientations politiques ne sont pas les mêmes, et les volontés ne sont pas les mêmes. Et l'idée, évidemment, c'est plutôt travailler sur de la co-construction que sur de l'acceptologie dans ce dispositif. Donc, les principales actions participatives qu'on a mises en place en 2019 sur la phase que je décris, c'est de la conception méthodologique avec ce que vous voyez en haut, ici à droite, des groupes de travail d'animateurs, la formation de ces animateurs, des ateliers locaux dans 3 zones qui ont été choisies comme zone pilote, donc Yengen en province nord, La Foi Boulou-Paris en province sud et Marais sur la province des îles. Un travail donc avec les participants de ces ateliers locaux pour structurer finalement leur interprétation de la politique de l'eau et l'élaboration progressive de schémas d'engagement des acteurs par rapport à ce territoire avec des mécanismes à la fois de priorisation et de précision finalement des modes d'engagement. Et en bas, vous avez un visuel en fait du forum pays. Alors, différents outils et résultats ont été mis en place. On est sur des outils relativement classiques au sens de l'approche de terrain sur une réflexion sur les actions, sur les mises en œuvre, mais avec des contextes très diversifiés au niveau des types de participants, donc des citoyens lambda dans les différents territoires, des acteurs intermédiaires, des élus, des chefs coutumiers, donc une mobilisation importante par rapport au monde coutumier, la représentation des réseaux agricoles beaucoup plus traditionnels dans le pays, etc. Et puis la mise en place finalement au niveau du forum pays d'une démarche globale d'élaboration et de structuration des résultats avec des questions sur le financement de la politique de l'eau, des questions sur qui va faire quoi. Donc, par exemple, cette fiche-là, ce type de fiche, appui à la réalisation d'une action de la PEP, c'est le type de document que tous les participants dans les différentes sessions vont remplir en disant moi, voilà mon engagement, voilà ce que je peux faire dans ce dispositif. Et dans le forum pays, un travail vraiment sur la participation individuelle, de manière à progressivement arriver à ce que les groupes se constituent et que les gens réalisent comment ils vont travailler ensemble. Et finalement, aussi une ingénierie de gouvernance, donc c'est un grand mot, mais globalement, c'est une réflexion avec le gouvernement, donc directement le ministre, qui est Jean-Pierre Diaoué, sur la question des circuits décisionnels à mettre en place et des nouvelles institutions à mettre en place. Donc l'équivalent, par exemple, d'une commission locale de l'eau, d'une commission de bassin, quelle structure, à quel moment, avec quel droit, en sachant qu'il faut entrelacer ça entre le droit classique
largement hérité du système français colonial, et le droit coutumier, avec un droit particulier sur les terres coutumières concernant l'eau, et une gouvernance particulière dans ces contextes. Donc c'est un travail qu'on a accompagné, mais qui évidemment a été porté localement. Voilà, alors je passe au troisième et dernier cas, qui me reste 5 minutes. Je vais vous parler donc d'un cas au Sénégal sur des questions d'assainissement qui a été porté avec différents collègues et en partenariat avec l'ONG Acted, qui est une grande ONG française relativement peu connue parce qu'elle est assez institutionnelle, et dans le cadre d'un financement de Europed, qui est l'agence d'aide européenne, auprès du gouvernement du Sénégal. Donc on a travaillé essentiellement sur une zone rurale et une zone urbaine. Zone urbaine, la commune de Rufisque, qui est grande banlieue de Dakar, et une zone rurale, la commune de Ranérou et Oudalaï, dans la région de Matam, qui est à l'est de Dakar, proche de la frontière du Mali. Alors, dans quelle situation ça se place ? Ça se place dans une situation de retard important en matière d'assainissement dans le pays, que ce soit dans les zones urbaines ou les zones rurales, avec des problématiques différentes. En zone urbaine, des enjeux sur les typologies d'assainissement existants ou l'absence d'assainissement existant dans les différentes zones, et il y a forcément aussi avec les questions d'eau potable et de santé publique. Et en milieu rural, principalement une situation de très forte utilisation de la défécation à l'air libre, et des problématiques de développement d'un assainissement local dans des contextes de forte aridité où aussi, finalement, on peut se poser des questions sur la réutilisation des urines et des fesses pour des enjeux de production agricole qui posent des très gros problèmes culturels, mais qui sont quand même un enjeu important. Donc, un travail qui visait essentiellement à accompagner ce qu'on appelle les OSC, les organisations de la société civile, donc c'est les ONG locales, les groupes locaux, dans une prise en charge alternative de ces problèmes d'assainissement, mais avec un apport d'expertise et des outils nouveaux pour travailler sur ces questions d'assainissement. Donc, à la fois conception d'un modèle particulier et aussi, en même temps, mise à disposition d'outils réutilisables, etc. Et institutionnalisation, c'est-à-dire mise en place d'une plateforme de relations avec les différents acteurs. Alors, on a développé et utilisé une version particulière de notre dispositif qui s'appelle What a Game, dont on parlera dans une session prochaine de façon un peu plus générique, qui s'appelle Westwag, qui a été développé en particulier avec les collègues de l'équipe Reversal de INRAE Lyon, donc Rémi Lombard-Latune, Pascal Moll et Marc Nera, dans lequel, donc, en fait, on a développé une adaptation des kits What a Game sur les questions d'assainissement, donc en projetant toute l'expertise disponible sur ces questions-là, et en particulier en mettant à disposition un regard technique, en l'occurrence, sur toutes les options possibles en matière d'assainissement, pas simplement le traitement, mais aussi directement ce qui se passe à l'échelle domestique par rapport au lieu de production, l'utilisation, le transfert, etc., et le traitement ultérieur avec les questions par exemple, de nettoyage des fosses ou des choses comme ça, qui sont des problèmes très importants en termes de santé publique. Donc, transférer la méthodologie aux OSC, animer différents dispositifs et faire construire des stratégies aux acteurs qui soient acceptables socialement, culturellement, financièrement pour ces acteurs. Donc, le dispositif général, vous le voyez ici, donc une conception initiale du dispositif qui s'appelle Westwag, avec l'ensemble des options disponibles dans ce schéma-là. L'élaboration d'un modèle territorial à la fois pour les zones urbaines et pour les zones rurales. Vous le voyez ici, là vous avez un schéma en bas pour la zone rurale, qui est le support finalement du jeu sur l'assainissement. Et ce que vous retrouvez ici aussi, c'est par exemple une carte famille où on va trouver les différents niveaux, production primaire, transfert, réutilisation. Et dans le dispositif, par exemple, la matérialisation de l'enjeu de santé publique se fait par des mouches, et le fait de comptabiliser en fait l'impact de mouches sur l'alimentation et donc sur des problèmes potentiels de santé pour la famille. Donc voilà la matérialisation de ce problème-là. Donc après, dans le dispositif général, formation
des organisations de la société civile, une phase de sensibilisation avec l'outil Westwag, donc 40 séances, 530 participants. Utiliser ça pour discuter les enjeux d'assainissement dans les différentes dimensions, comprendre comment il y a interdépendance entre les pratiques des gens à l'échelle du territoire. Donc, par exemple, comment est-ce que la défécation à l'air libre pose un problème pour d'autres, et comment est-ce qu'on peut éventuellement y répondre, en sachant qu'il y a aussi des enjeux de genre très marqués, puisque la gêne et les problèmes produits ne sont pas du tout les mêmes pour les hommes et les femmes. Donc, c'est des choses qui sont prises en compte. Et puis derrière, élaboration dans un cadre de planification participative de stratégies d'assainissement qui inclut à la fois effectivement qu'est-ce qu'on fait à l'échelle domestique, qu'est-ce qu'on fait avec les résultats des excrétas, etc. Et puis derrière, éventuellement même de la valorisation pour peu que ça ait du sens. Et tout ça étant mis en place avec un dialogue avec les autorités, direction de l'assainissement, et de l'autre côté, des tests de faisabilité, c'est-à-dire à partir du moment où des scénarios ont été construits, de rediscuter finalement avec les acteurs la faisabilité. Donc, ce n'est pas des choses du tout qu'on a conduit. Comme d'habitude, ce n'est pas un travail qu'on réalise nous-mêmes, c'est un travail où on transfère de la méthodologie, on laisse les acteurs aussi concevoir leurs propres outils et finalement les mettre en œuvre. Donc, avec finalement la mise en place d'une plateforme institutionnelle avec le gouvernement. Donc, voilà le cadre général sur un projet qui dure à peu près 2 ans en l'occurrence. Ou alors là, il y avait juste des schémas de départ qui étaient en fait des schémas de cartographie participative. Voilà, je vais pouvoir conclure, je suis presque pas en retard. Donc, quelques éléments de bilan par rapport à ces exemples. Alors, des exemples, on en a un très grand nombre. Donc là, c'est un choix. On aurait pu parler de tout ce qu'on a fait avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ces dernières années. On aurait pu parler de ce qui s'est fait sur des négociations sur l'irrigation. On aurait pu parler de choses dans beaucoup d'autres pays en Afrique ou dans le Pacifique. Donc là, je vous ai présenté 3 exemples qui cherchaient un petit peu à couvrir certains types d'outils. Donc, ce qu'on peut retenir simplement, c'est que les expériences de terrain sont toujours guidées par le besoin des acteurs et une adaptation locale d'un plan participatif, c'est-à-dire que bien qu'on soit des chercheurs, ce n'est pas nous qui imposons le dispositif, ce qui pose d'ailleurs des problèmes en termes de dynamique scientifique parfois, mais c'est aussi la réalité de l'appui aux politiques publiques. La conception participative de la participation, c'est vraiment un enjeu majeur, c'est-à-dire c'est le mode d'ouverture des dispositifs aux acteurs. L'importance des pilotes et ce qu'on appelle nous les champions, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment les acteurs moteurs au niveau local du dispositif, qui doivent à la fois animer le processus, le porter, mais en même temps accepter de lâcher prise sur un certain élément du déroulement. Donc il y a un apprentissage, donc un acteur politique majeur comme celui de la Drôme, Gérard Crozier, président, élu, etc. de la structure, il envisage quelque chose au départ, puis il se passe un truc un peu différent et il dit oui, on continue, on y va quand même. Le positionnement institutionnel est toujours clarifié, donc on est vraiment sur des positions où il y a un équilibrage entre la participation et le schéma institutionnel. Alors, c'est le cas actuellement. On n'a pas forcément travaillé, par exemple, en appui à des zadistes. Ce n'est pas aujourd'hui notre cœur de mission, c'est un autre travail et qui est aussi intéressant, mais ce n'est pas celui dans lequel on a travaillé. Et puis finalement, l'idée, c'est évidemment de dépasser l'acceptologie et de co-construire des plans d'action qui soient réalisables selon les acteurs. Voilà. Et donc, la semaine prochaine, nous travaillerons sur la question du suivi-évaluation et en particulier comment permettre aux acteurs de définir ce qui est en jeu dans la participation, les changements qui sont en jeu et de leur donner une réflexivité, un éclairement sur le processus et l'utiliser pour piloter le processus. Voilà, je vous remercie. Et alors, je suis tout seul aujourd'hui, donc je vais essayer de reprendre les questions une par une. Et certains m'ont dit que ce n'était pas clair à quoi je répondais, donc je vais essayer de le dire maintenant. Et je vais bien répéter les questions qui ont été posées. Alors, première question posée. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, vous pouvez les écrire dans la partie questions-réponses et je m'appuie là-dessus pour y répondre. Alors, la première question, c'est quelle différence faites-vous entre citoyens et acteurs professionnels? Alors, en fait, il y a une terminologie qui est utilisée, qui est celle de professionnel de la participation, qui est assez intéressante, qui est une terminologie qui va recouvrir de façon générale, par exemple, des citoyens, mais qui ont fait
un peu vœux de se positionner sur la participation et qui deviennent un petit peu toujours les mêmes. C'est ceux qu'on va retrouver, qui posent d'ailleurs souvent, disons, des problèmes récurrents aux animateurs. C'est souvent des gens qui ont le temps, c'est des retraités, c'est aussi des gens, paradoxalement, souvent qui eux-mêmes étaient dans l'administration précédemment, qui étaient de l'autre côté de la barrière. Et ça, c'est ce qu'on appelle les professionnels de la participation, en dehors du fait que dans les professionnels de la participation, il y a aussi, par exemple, des consultants ou des bureaux d'études. Alors, la différence qu'on fait entre citoyens et acteurs professionnels, elle est essentiellement centrée non pas sur la notion de professionnel en l'occurrence, mais sur la notion d'acteur intermédiaire ou d'acteur représentant. Donc, il y a deux situations possibles, celle où une personne ne se représente qu'elle-même, ou disons un micro-groupe familial par exemple, et celle où cette personne, pour des raisons diverses, représente en fait un collectif, un groupe, un ensemble d'intérêts, voire, et ça va varier selon les dispositifs, et formellement institué à, c'est-à-dire et nominalement invité dans un dispositif pour représenter des collectifs ou des groupes. C'est le cas dans les commissions locales de l'eau. C'est le cas, par exemple, au Sénégal, quand on a ces dispositifs où on a des organisations de la société civile, où on va avoir des acteurs représentants intermédiaires, voire des médiateurs du dispositif. En tout cas, il y a un effet de professionnalisation progressive de certains acteurs qui vont se retrouver de façon récurrente parce qu'ils ont une motivation, parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils sont intéressés, etc., à rester dans ces formes participatives. Bon, après, on a des contextes un petit peu différents. Si on prend le cas de la Nouvelle-Calédonie, on va trouver aussi d'autres référentiels, ce sont les référentiels liés au droit coutumier ou au syndicalisme dans tous les pays, etc. Voilà. Alors, est-ce que les exemples cités ont été décrits dans les articles ou des rapports que je pourrais consulter? Alors, oui, bien sûr. Donc, simplement, effectivement, oui, je compléterai la présentation qui est en ligne en mettant les liens vers les différents éléments qui sont présentés. Bien entendu, tout ce qu'on fait donne lieu à des rapports ou des articles selon les cas. Les articles prenant parfois du temps à sortir, donc même sur des projets qui ont 2 ans, on n'a pas toujours les articles disponibles, mais par contre les rapports, oui. Alors, combien a coûté de bout en bout le travail pour le syndicat dans la Drôme? Alors, bon, c'est une question sur laquelle j'ai normalement je vais voir si j'arrive à les retrouver. J'ai normalement des données, puisque c'est une question assez standard, c'est des données, voilà. Alors, le processus de la Drôme, comme vous le voyez actuellement, probablement mal, mais quand même sur mon écran, globalement, le coût du processus était de l'ordre de 70 000 € pour sa mise en œuvre sur la durée, hors budget d'intervention IRSTEA. Donc ça, c'est un coût qui inclut la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, le personnel spécifique qui a été embauché pour ce travail. Donc c'est un processus qui n'a pas donné lieu à l'appel à un bureau d'études. C'est une question qu'on discutera dans un webinaire futur qui est le travail avec les professionnels de la participation et la façon dont on les mobilise et le coût de mobilisation. Alors, si vous regardez en bas, je ne vais pas parler des autres terrains du projet SPER, mais simplement ce qui est intéressant, c'est de comparer par exemple avec celui que vous voyez à droite, qui est le cas de la rivière Steyr en Autriche, qui a été porté par des professionnels. Donc, vous voyez que ce qui est indiqué en rouge, c'est le coût d'intervention des professionnels dans le dispositif. Et globalement aussi une utilisation massive du numérique, c'est-à-dire une forte participation numérique qui d'ailleurs a donné lieu à la fois à plus de monde, mais aussi des formes d'engagement différentes. Donc là, nous, on a un choix dans le cas de la Drôme qui est d'avoir moins de numérique et un dispositif qui reste relativement maîtrisé en local avec des coûts aussi non, pas trop explosifs. Pouvez-vous donner une idée du budget de l'animation dans ces exemples? Alors, attendez, j'avais répondu à la question. Il faut que je clique, je crois, pour que les questions apparaissent. Donc, je vais répondre dans la question de Vincent Pouléchat. Pouvez-vous donner une idée du budget de l'animation de ces exemples? Alors, maintenant, je vais compléter cette information que je viens de vous donner sur le cas de la Drôme. Concernant le Sénégal,
Alors, une difficulté pour répondre, c'est qu'on a quand même des dispositifs qui sont pilotés avec nous dans des contextes de recherche. Donc, on a des coûts totaux qu'on peut… Qu'est-ce que c'est qu'un coût total? Excusez-moi, tout le monde ne connaît pas ce jargon-là. C'est le coût global de tous les personnels, de toutes les actions mises en œuvre, etc., y compris nous qui sommes… Moi, par exemple, je suis fonctionnaire. Donc, est-ce que mon intervention donne lieu à une comptabilité? Oui. En réalité, dans tout projet, lorsqu'on intervient en tant que chercheur fonctionnaire, ce n'est pas un cadeau de l'État, il y a une vraie comptabilité qui est prise en compte. Alors, un processus comme celui du Sénégal, par exemple, avec le transfert méthodologique complet, la mise en œuvre, c'est un projet dont le budget est de l'ordre de 300 000 €. Donc, qui inclut les interventions, la mise en place, etc. du dispositif. Les actions qui ont été mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie sont des actions dont le coût global est relativement restreint. Donc, on était sur l'action 2019. Le budget d'ensemble pour l'action 2019 en Nouvelle-Calédonie, de mémoire, était de l'ordre de 50 000 €, en sachant que la partie forum de l'eau, qui inclut 300 personnes, de la logistique, etc., était comptabilisée à part. Voilà. Ces évaluations sont importantes en termes de coûts. Ce qui est très, très difficile, et d'ailleurs, ça a donné lieu à des projets européens. On y reviendra, c'est un sujet qui est prévu aussi au planning. Ce n'est pas simplement l'analyse des coûts, mais l'analyse des bénéfices. C'est-à-dire de regarder finalement, d'essayer de regarder, ce qui est difficile, quels impacts financiers a eu le dispositif participatif lors de sa mise en place. Voilà, donc ça, c'est un des points importants de l'analyse. Un autre élément, et je pense que c'est important de le signaler aussi par rapport aux éléments financiers, c'est de savoir si on comptabilise le temps des participants lambda. Évidemment, si vous avez des gens, comme c'est le cas par exemple de la Drôme, qui sont fidèles au processus et qui viennent plusieurs jours ou plusieurs dizaines de jours pour certains sur une période de 2 ans, même si c'est eux qui choisissent de le faire, ce temps, il a une valeur. Et donc, il y a une vraie question relativement à cette quantification du temps. Bon, nous, personnellement, on préfère regarder effectivement le nombre de jours personnes, par exemple, qui ont été mobilisées, et pas forcément chercher à le quantifier dans les dispositifs. Mais la question se pose, et je pense que c'est très important d'en parler, pour les dispositifs où on va défrayer, par exemple, les participants, ce qui est en général une idée intéressante, consistant à avoir un mécanisme de couverture des frais. C'est le cas pour les jurys citoyens ou les conférences de citoyens quand elles sont organisées formellement. Donc, par exemple, les conventions citoyennes, que ce soit au niveau national ou au niveau local, lorsqu'elles sont mises en place, en principe, elles respectent en gros la même règle que les jurys d'assises, donc avec les mêmes tarifications. Et donc, les participants qui viennent dans ces sessions sont défrayés à un niveau forfaitaire qui est celui des jurys d'assises. D'où les coûts d'un certain nombre de choses. Alors, dans les coûts de participation, on y reviendra probablement un jour, mais il y a des choses qui sont très, très paradoxales. Bon, les bureaux d'études ont leurs coûts propres et qui sont assez variables. Les plateformes numériques ont aussi des coûts qui parfois sont relativement élevés. Quelque chose qui, par exemple, coûte extrêmement cher, c'est une sélection aléatoire de participants. Si on fait un jury citoyen, il faut savoir qu'en grosso modo, dans un jury citoyen, tirer au hasard une personne, ça coûte entre 2 000 et 3 000 €. Ça paraît hallucinant, mais enfin, c'est comme ça. Et ça fait partie des coûts dont il faut tenir compte dans les dispositifs. Voilà. Est-ce culturel ou… alors, il manque la deuxième partie de la question, ou d'avoir une organisation civile qui a conduit une forte participation au Sénégal. Alors là, on n'a pas une seule organisation civile, on a donc un ensemble d'organisations civiles qui sont positionnées. Donc, en l'occurrence, c'est leur raison d'être.
c'est des organisations communautaires, c'est des organisations qui existent en tant que porteuses, disons, d'enjeux et de solutions pour les groupes locaux avec différentes modalités. Donc, parmi l'ensemble des OSC qui ont participé au projet au Sénégal, certaines étaient spécialisées sur l'eau et l'assainissement, d'autres avaient d'autres compétences, y compris d'ailleurs éventuellement des organisations religieuses, puisqu'une organisation religieuse a un réseau social relativement conséquent et peut faire un boulot très très important sur ces questions de gestion de l'eau. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Alors, sur l'ensemble des dispositifs qu'on a été amené à conduire, en particulier en Afrique ou dans le Pacifique, c'est absolument fondamental de s'appuyer sur les organisations de la société civile, puisqu'elles ont les structures initiales. En même temps, on a la même problématique que ce que nous, on appelle les champions dans les dispositifs, c'est-à-dire le fait qu'à la fois, il faut qu'ils soient moteurs et porteurs du dispositif, mais en même temps, il faut qu'ils acceptent de ne pas forcément jouer leur jeu habituel et d'être dans un schéma d'intervention qui soit éventuellement alternatif, laisser des marges de manœuvre, etc. Donc, il y a un peu d'équilibre. Et dans le cas du Sénégal, par exemple, dont j'ai parlé, on a fait une sélection des OSC, c'est-à-dire que, avec l'équipe d'Acted, en fait, il y avait des OSC candidates et il y a eu un espèce de test qui a été mis en place pour sélectionner les OSC avec lesquels on travaillait. Dans d'autres pays, on a des grands processus. C'était très important d'avoir, par exemple, des réseaux d'extension agricole qui permettaient de toucher des groupes larges. Actuellement, on démarre, et les collègues sont présents parmi l'auditoire, un projet important avec la région Occitanie dans le cadre d'un PIA, territoire innovant de grande ambition, sur la participation. Dans ce contexte-là, la même question se pose, qui est de savoir avec quel réseau on travaille, comment est-ce que ces réseaux peuvent se positionner de façon relativement neutre, puisqu'il s'agit d'un enjeu de participation qui n'est pas forcément, il ne s'agit pas de réaliser les intentions, les objectifs d'une organisation particulière, mais bien de permettre un travail sur la participation. Donc on a toujours cette question, et ça va varier selon les territoires, ça va varier aussi selon les personnes. Voilà, eh bien je ne vois pas de nouvelles questions, il est 13h57. Donc, je laisse 1 minute pour éventuellement l'émergence d'une dernière question. Et sinon, nous allons pouvoir clore cette session. Et donc, la présentation est déjà disponible en ligne sur le site sur la session 3. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine avec Emeline et potentiellement une autre collègue sur les questions de suivi, évaluation et de pilotage de processus. Merci beaucoup et bon après-midi.